Je suis ravi d'accueillir à mes côtés pour cette premier sujet de l'après-midi, Étienne Vazzoleretto, qui est le directeur Product Management et Marketing chez Lumines. Alors, Lumines, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est une société qui a un âge respectable. Assez. Et Étienne, dites-nous un peu, voilà, l'histoire un peu de Lumines, ce que vous faites et pourquoi finalement c'est vous qui êtes devant cette audience aujourd'hui pour nous parler de ce sujet de la détection des fraudes. Lumines, c'est une entreprise de services numériques. Alors, effectivement, un âge respectable, c'est une start-up de 120 ans à peu près. On est sur l'entrée en relation, beaucoup. On a fait du KYC, donc du contrôle KYC, surtout au niveau donc, documentaire. Travaille sur des processus plus verticalisés, sur des processus de crédit immobilier, notamment traitement de dossiers. D'accord. Et oui. Sur la fraude, j'y viens, c'était un peu la question. Oui, pourquoi je suis là, pourquoi on parle de fraude sur ces problématiques de fraude, il y a de la fraude documentaire. Bon, ce matin, on a parlé de phishing, on a parlé de différents types de fraude. Donc là, c'est pas trop le sujet que moi je suis capable d'aborder aujourd'hui avec un certain niveau d'expertise. C'est vraiment celui de la fraude documentaire et c'est une des activités finalement, un des investissements importants de Lumines aujourd'hui. Alors sur la fraude documentaire, effectivement, il y a un chiffre qui m'a quand même frappé, qui a dû vous frapper aussi ce matin, que pour celles et ceux qui étaient présents, c'était que dans l'étude qui a été présentée par Stéphane Dalifard, on nous disait que 20% des Français avaient déjà falsifié des documents. Donc ça fait partie de la fraude documentaire. C'est à peu près voilà, un quart de la salle. 20% d'entre vous l'ont fait aussi, je ne sais pas. Donc on a l'impression, c'est vrai que ce chiffre est important. On parle de manière générale d'explosion de la fraude. Bon, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un fantasme d'une part? Et pourquoi est-ce que c'est la fraude documentaire qui pose finalement pas mal de problèmes? Alors comme j'ai dit, une typologie de fraude. Et cette fraude documentaire, même si elle peut être utilisée pour faire de l'usurpation d'identité et toucher vos clients, elle touche principalement vos organisations. Finalement, c'est aussi un moyen de tromper l'organisme financier. Alors on parle d'explosion de la fraude, oui, à partir du moment... Enfin, je ne vais pas citer de chiffres là, parce qu'il y a des... Alors, il y a des chiffres assez conséquents, que ce soit en canal physique et digital. Alors, la PAF note aussi de plus en plus de documents frauduleux, documents d'identité frauduleux, en constante augmentation. Bon, même si le titre français, on en parlait ce matin, il y a quand même à l'intérieur des puces qui permettent de limiter. Mais enfin bon, ça touche tous les documents, même d'identité et physique, mais beaucoup le digital. Alors pourquoi L'explication peut être qu'il y a plus de parcours digitaux, 30% de souscription qui se fait exclusivement en ligne, donc ce n'était pas le cas avant, donc forcément il y a une augmentation du trafic, il y a une augmentation de la fraude qui va avec, et des traitements qui sont relativement automatisés. Toutes les organisations ont mis en place, et puis avec notre aide aussi, enfin pas que, mais de prestataires comme Lumines, de traitement automatisé, donc reconnaissance automatisée d'un document, sa lecture automatisée, avec des objectifs d'être plutôt rapide. Ouvrir un compte en 4 minutes, on ne le voit plus en publicité, mais c'était quand même un gros driver. En fait, si on accélère tout, on baisse un peu les niveaux de contrôle. Okay, donc, un conseiller bancaire, même s'il n'est pas expert, c'est pas un douanier de la PAF, mais il sait quand même détecter un certain nombre de choses qu'une IA ne va pas savoir faire forcément si on lui a dit ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le faire rapidement. Et puis le seul objectif, c'est de choper les informations qu'il y a sur ce document et les retranscrire en mode structuré digital. Donc je pense qu'il y a ce critère qui peut jouer. Des outils qui sont assez simples à utiliser. C'est pour ça que 20% des Français l'ont fait, parce que finalement c'est quand même donné à peu près à tout le monde. Il y a même des professionnels de la vente en ligne de dossiers complets, un dossier pour aller, je sais pas, louer un appartement qui peut être compliqué. On peut se faire acheter un dossier complet, voilà, sur des sites qui ne sont pas forcément tous sur le dark web d'ailleurs, bizarrement, on en trouve aussi en dehors du dark web. Et pour terminer, expliquer pourquoi cette fraude documentaire finalement c'est un bon plan pour un fraudeur, c'est pas même plus simple.
de frauder un document, faire un faux document, que d'essayer de rentrer dans le système bancaire qui, lui, est hyper sécurisé. Même on voit peu de fraude sur les applications de banque en ligne. Enfin, il y a quand même des choses et des niveaux de détection qui sont bonnes. Ma carte va être bloquée au moindre usage suspect. Enfin, on voit qu'il y a quand même énormément de choses pour protéger l'utilisateur. C'est ça, oui. Et donc, la fraude documentaire, elle reste assez simple finalement comparé à d'autres choses. Oui, donc ce que vous dites finalement, c'est que c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur qui fait que paradoxalement, ça va augmenter et faciliter, disons, un certain type de fraude qui va effectivement être celle qui échappe au côté hyper sécurisé des banques. Alors, comment on se sort de ça finalement? Comment, déjà, ce que j'ai l'impression de sentir dans ce que vous dites, c'est que finalement, il y a des scénarios de fraude qu'on va anticiper parce que on a bien compris par quel biais, par quelle porte d'entrée on peut s'introduire et en tout cas créer de la fraude. Et puis il y a peut-être aussi d'autres scénarios qui sont à venir aussi. Alors comment dans chacun des cas on arrive à s'en sortir? Ouais, alors, déjà, on peut voir. Alors, un des scénarios, finalement, pour essayer de passer les barrières d'un système bancaire assez sûr, très sécurisé, c'est de créer un faux compte. Finalement, le faux compte, il me donne droit à plein de choses. C'est l'ouverture de droits. Mais c'est vrai sur tous les secteurs de la vie, que ce soit les prestations sociales. Voilà. Mais le compte bancaire, finalement, une fois que j'ai réussi à forcer la porte d'entrée, c'est l'ouverture à plein de fraudes. Donc on parle contrefaçon, falsification, les 20%, c'est plutôt les falsifications. L'usurpation, c'est à peu près la moitié des tentatives d'ouverture de comptes frauduleux qui... Certains chiffres sont très variables, ces chiffres, ça dépend de l'organisation, ça dépend des choses qui sont mises en place, mais on peut parler sur le canal digital jusqu'à 8% de taux d'ouverture de comptes frauduleux. Et ça peut aller au-delà si on n'y fait pas attention. Et l'objectif, c'est bien sûr de réduire ce taux qui est assez faramineux. Alors, donc 8% dans la moitié d'usurpation d'identité. Hein. Ouais, alors l'usurpation d'identité, elle est problématique pour vos clients, pour nous tous en fait, parce que mais le reste, c'est finalement une perte sèche, enfin un risque important pour la banque elle-même. Alors, à quoi il sert le faux compte? À blanchir de l'argent, à obtenir des paiements d'activités frauduleuses et jusqu'à la fraude au prêt. Alors, c'est mon avis, je pense que sur les falsifications, les 20% de personnes qui ont changé un petit peu son revenu, etc., pour essayer d'obtenir un prêt, peut-être que ça peut passer. C'est pas une faute finalement très grave s'il n'y a pas de défaut de paiement derrière. Mais il y a beaucoup de fraude au prêt et c'est beaucoup les organismes de financement, notamment dans l'automobile, qui le prennent en pleine face, entre guillemets, puisqu'ils ne revoient pas leur voiture. Et ni les paiements qui vont avec, bien sûr. Donc ça, c'est la typologie, disons, des raisons de frauder et des types de fraude. Donc je reviens à ma question, finalement, comment on trouve des solutions à ces problèmes qui sont quand même relativement bien identifiés? Comment on fait? Donc il y a visiblement plusieurs choses à faire. Donc, on va dire qu'il y a de l'IA partout. L'objectif, c'est de combiner, notre approche, c'est de combiner le nombre on appelle ça des détecteurs, le nombre d'algorithmes qui vont être capables de stopper des scénarios et les scénarios connus. Puis après, il y a les scénarios inconnus également, il va falloir s'adapter. Donc là, j'ai listé les 4 niveaux finalement qui sont intéressants. Alors, l'objectif n'est pas de rentrer forcément dans le détail aujourd'hui, et on pourra vous faire des démos, il n'y a pas de souci. En fait, l'objectif de la fraude aussi, c'est qu'il y a un petit côté secret. Ce n'est pas un secret industriel Lumines par rapport à vous ou ses concurrents, c'est par rapport aux fraudeurs. Expliquer ce qu'on fait n'est pas forcément une bonne stratégie. Dire qu'on le fait, qu'on a une sécurité importante, mais pas forcément rentrer dans le détail. Donc, de façon très vague, le détecteur sur le document, c'est une fraude, c'est pour finalement utiliser des fraudes qu'on connaît déjà et des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu et qui sont largement inexploitées dans la majorité de vos organisations aujourd'hui. C'est le document lui-même, peu importe ce qui est écrit dessus,
est-ce qu'il a été falsifié? En fait, trouver une trace dans nos logiciels de modification, il y a plein de méthodes. Nous, on a des méthodes très poussées sur l'analyse finalement de la compression du document, si c'est une image par exemple. Faire ressortir des choses qui sont parfaitement invisibles, qui sont difficilement masquables par un fraudeur et qui vont arrêter une typologie de fraude qui va être, j'ai maquillé un document. Savoir que la majorité des documents qui sont falsifiés, c'est pas forcément la pièce d'identité. On pense souvent à l'usurpation d'identité, j'ai fait une fausse pièce d'identité, mais la fraude dont on parlait, les 20%, c'est plutôt tout ce qui va être à côté. Mon justificatif de domicile, il est largement fraudé parfois parce que j'ai besoin d'un domicile ou parce que j'ai pas envie. C'est un faux compte, donc je vais pas donner ma vraie adresse et on va pas pouvoir retrouver où j'ai garé la voiture que j'ai eu en prêt. Donc ça, c'est le document, c'est hyper important. C'est notre expertise très forte là-dedans. Elle est où l'automatisme prend tout son sens en fait. Hein, ouais. Voilà, et sur l'automatisme, alors il y a des choses qui vont prendre un peu plus de temps d'ailleurs que ce qui est fait aujourd'hui dans les détections automatiques. Donc c'est à voir comment ça s'inscrit dans les parcours. Détecteur sur la donnée. Donc c'est détecteur sur la donnée, ça veut dire que j'ai lu une information, puis là je vais aller la contrôler dans les bases. C'est des bases qui existent. Bon. Alors, le cas de l'adresse peut vérifier que l'adresse elle existe. Il y a on a plein de méthodes pour le faire. Après, il y a des données sur, je sais pas, un cabis, un numéro de SIRET d'une entreprise, je peux le vérifier. Enfin, j'ai plein de données vérifiables, même jusqu'à des justificatifs de revenus. J'ai quand même beaucoup de bases qui me permettent de faire ça, mais pas tout. On voit que c'est en complément du reste du cas d'avant. Et ces détecteurs-là, le document est sur la donnée, donc c'est plutôt pour des fraudes connues, on va dire, des fraudes où je connais le scénario, je sais ce qu'il faut regarder et je vais aller chercher. Et là, on peut être très fort avec peu de doute finalement derrière sur ce qui ressort. Troisième volet, c'est le détecteur sur un jeu de données. Donc ça, il y a un peu plus de flou, mais avec des choses qui marchent très bien. C'est le scénario inconnu. Donc là, c'est l'analyse de la donnée. Donc c'est très IA dans une première approche pour détecter de nouveaux scénarios avant de les creuser et les faire rentrer dans les détecteurs 1 et 2 qui sont là. Parce que l'objectif, c'est quand même d'expliquer pourquoi on dit non, là, il y a un problème. Donc c'est d'aller chercher donc toute cette approche. On va dire qu'il n'y a pas une solution miracle et efficace sur la durée. Il y a cet apprentissage sur un contrôle en permanence de ces données et trouver le comportement inhabituel. Données, il y a des typologies de personnes. Il y a plein de paramètres qui font qu'on rentre dans des schémas classiques. C'est ce qui est fait sur les moyens de paiement, notamment. Dès qu'il y a une action, quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, on va imposer un blocage ou une double clé de sécurité. Quatrième point. Scénario métier, ça c'est finalement la partie que peut-être on maîtrise chez Lumies le moins. C'est votre métier. Nous, on est très digital, très document, etc. Une ouverture de compte, on sait comment ça se passe. Une entrée en relation, on sait comment ça se passe. Il y a plein d'autres métiers et on serait ravis de discuter avec vous. Mais je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir sur les mutuelles. Elles sont très, très fraudées, notamment sur tout ce qui est remboursement de soins dentaires. C'est un sujet, nous, qu'on ne maîtrise pas, qu'on est capable de monter. Donc, on travaille avec différentes mutuelles, donc c'est notre secteur. On a été capable de monter des solutions qui permettent efficacement de détecter sur scénario très métier, des verticaux. Voilà, c'est important effectivement de concevoir que au-delà des automatismes, disons, on va dire un peu plus standards parce que ça correspond à des choses déjà identifiées, il y a après tout un tas de choses qui sont dépendantes finalement du métier. Concrètement d'ailleurs, comment vous travaillez? Donc vous accompagnez finalement vos clients aussi vous les aidez à identifier finalement ces scénarios, et notamment ces scénarios peut-être pas encore complètement déterminés à l'avance. Comment vous travaillez concrètement? Donc, concrètement, on considère que ça rentre dans finalement nos savoir-faire, d'être capable d'appliquer ces technos à des processus particuliers. Et concrètement, alors là, ce qui s'affiche là, c'est plus des conseils de comment agir. C'est pas que de la techno. C'est pas que de la techno.
Et le premier critère, c'est peut-être vous devez être meilleur que les autres. Finalement, c'est comme un concours. Il faut être le premier, c'est bien. Et même si vous n'êtes pas excellent, enfin, je veux dire, le fraudeur, c'est comme la trajectoire de l'eau qui s'écoule. Prendre le chemin le plus simple. Donc, généralement, on a parlé de banque digitale pas mal ce matin. Généralement, elle est testée. Vous lancez une marque, vous lancez une nouvelle digital bank quelque part, elle est testée par les fraudeurs du monde entier. Donc, il faut être capable de faire des choses. Vous avez changé de slide. J'ai changé de slide, effectivement, parce qu'il y a une chose qui m'intéresse aussi dans le slide suivant, c'est que vous dites finalement ne pas penser qu'aux fraudeurs, il faut faire attention au parcours et au taux de conversion. C'est vrai, rappelons quand même qu'il y a aussi ces enjeux business derrière. Oui, savoir que vous pouvez mettre plein de contraintes, le fraudeur, il va aussi... en écrivant ça, je pensais au PVID. PVID, donc l'identité numérique et la lourdeur de certains des processus qui sont mis en œuvre. Clairement, c'est des choses qui vont avoir une efficacité, c'est certain, mais je pense qu'il y a des choses très simples à mettre en œuvre qui vont moins perturber le parcours et notamment les utilisateurs. L'objectif, c'est quand même toute conversion, il est important. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de faire un parcours tellement sécurisé qu'on perd 75% des gens en ligne. On a vu les taux les coûts d'acquisition, ils sont importants. Donc, voilà. Donc je pense qu'il y a des choses aujourd'hui sur choses qu'on a, des informations qu'on a qui ne sont pas forcément exploitées. Donc, pas perdre d'informations et développer, pousser plus les technos qui sont là aujourd'hui et les processus qui sont là aujourd'hui, les pousser un petit peu plus loin sera un bon... Et donc, pour pousser ces processus, on va parler d'un mode très asynchrone. Je parlais d'ouverture de compte en 4 minutes. Peut-être qu'il faut se dire, de toute façon, dans les faits, c'est pas ça. On va pas recevoir instantanément sa carte de crédit. Mais il y a un ratio à faire. Si on veut un traitement très rapide, on sera très mauvais sur la détection de fraude. Il faut le savoir. C'est pas chez Lumines particulièrement, chez tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a des algorithmes qui vont être un peu plus gourmands pour aller chercher. Donc, il faut choisir aussi quel parcours, qu'est-ce que je souhaite en priorité sécuriser. Voilà. Il va y avoir un petit coût machine et notamment un coût... voilà, on était sur les traitements de seconde. Alors pour nous, c'est du temps réel, la seconde. On n'est pas dans du trading. Donc la seconde, déjà, c'est compliqué à obtenir sur un traitement documentaire, analyser, comprendre ce qu'il y avait dans le document, extraire toutes les données. Là, on est sur des choses qui vont peut-être passer plus à la minute. Donc ça va falloir adapter les parcours aussi. Donc il y a des compromis à faire, évidemment, entre... sécurité et puis qualité et puis rapidité finalement. Juste pour finir très très rapidement, Étienne, là, sur comment ça se décline en termes de solutions chez Lumines. Donc Data Capture, c'est ça qui donc, Data Capture, c'est une solution voilà, qui est en production dans pas mal d'établissements bancaires et financiers. Aujourd'hui, je parlais de 120 ans. On n'a pas fait exprès, on vient de traiter notre 120 millionième dossier. Donc 120 millions. Donc c'est vraiment donc c'est aussi cette base-là qui nous permet d'apprendre sur les typologies de documents, etc. Donc une approche très aujourd'hui data capture très vitesse. Je pense que, notre analyse, c'est que la fraude doit imposer un peu un changement de ce qu'on vient de dire, un changement de vitesse, entre guillemets, et que c'est un peu le focus de l'externalisation aujourd'hui. On n'est plus trop sur le traitement de dossiers complet, rapide, automatisé. Ça, on le sait faire, tout le monde sait faire. La vraie problématique, elle va se jouer là-dessus, et on a pas mal de solutions à vous montrer en cours qui peuvent être démontrées aujourd'hui. Tout à fait. Vous pourrez certainement aller poser des questions à Étienne ensuite pendant en huis clos pour pas éveiller tous les fraudeurs. Et tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup, Étienne Vatsoleretto.